Bonjour à tous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Je suis Anne-Josée Lacarre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. Pour cette classe de maître, je vais présenter la première partie. On va vous faire un survol où en sont les PME du Québec dans leur trajectoire de décarbonation. Je suis en très bonne compagnie avec Isabelle Dubé-Côté, je suis PDG d'Ecotech Québec, qui est la grappe des technologies propres. Donc, très contente de partager la scène avec ma co-panéliste Anne-Josée. Et moi, je vais faire un portrait un peu des solutions qui s'offrent aux entreprises qui souhaitent opérer une transition. Et nous prendrons quelques minutes à la fin pour prendre vos questions dans la salle. Donc, on a un format qui est un petit peu différent des autres panels. Donc, on sera heureux de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, sur ce, nous allons débuter cette classe de maître. Effectivement, un format un petit peu différent. Donc, on nous a permis d'avoir des diapositives PowerPoint. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, voilà. Donc, ce qu'on va faire ensemble, on va parler de démocratiser la décarbonation chez nos PME du Québec. Et chez Québec Net Positif, nous sommes engagés à aider l'économie québécoise à faire une transition économique qui va être éclairée. Et dans ce contexte-là, on est allé chercher beaucoup d'informations. Donc, on va vous parler de deux éléments clés. Maintenant, je vais vous parler des trajectoires de décarbonation, mais aussi du passage à l'action, de ce qu'on voit comme stratégie dans les entreprises québécoises pour se placer sur des trajectoires de décarbonation qui sont plausibles. Comme le disait Isabelle, elle va pouvoir venir présenter plein d'exemples concrets sur nos technologies propres, comment elles sont implantées dans les entreprises. Donc, sur les trajectoires de transition, il y a un élément que je voulais porter à votre attention. Ici, c'est un graphique de Monsieur Jean Courvici. C'est un graphique qui nous montre la croissance du produit intérieur brut des différentes économies dans le monde. Donc, on voit la croissance des économies avec la ligne foncée bleue et la croissance des émissions de gaz à effet de serre avec la ligne plus pâle. Comme vous voyez, la croissance économique, elle est tout à fait corrélée avec la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Et si on continue dans cette direction-là, le statu quo n'est tout simplement pas viable. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de la croissance verte. Qu'est-ce que ce serait la croissance verte? C'est une croissance de nos économies qui serait découplée de la croissance des émissions de gaz à effet de serre. En fait, tous les scientifiques s'entendent pour dire que la croissance verte au rythme actuel et avec nos connaissances technologiques actuelles, c'est une utopie. On ne sera pas capable de poursuivre la croissance au même niveau et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de sobriété. La sobriété, ce serait une consolidation de nos économies ou à tout le moins une façon différente pour les gens de consommer qui ferait en sorte qu'on pourrait rentrer dans les limites planétaires. Donc, autant la croissance verte, c'est un grand défi technologique, autant la sobriété, c'est un grand défi humain de changement de comportement de consommateur. Et ça, c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas facile à atteindre. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est un peu de trouver quelle va être notre trajectoire de transition entre l'implantation de toutes ces technologies propres qui peuvent permettre de découpler, de répondre aux besoins des gens tout en émettant moins de gaz à effet de serre, puis un changement des comportements qu'on va voir dans nos sociétés. Ce que ça veut dire, une chose est sûre et certaine, ça va être la fin de cette économie linéaire où on prélève énormément de ressources, où les entreprises sont récompensées lorsqu'elles possèdent et accumulent des ressources pour vraiment produire. Donc, on extrait, on produit, on consomme. Mais ce qui arrive avec notre économie linéaire, c'est qu'on jette énormément de ressources et ça émet aussi énormément de gaz à effet de serre. Donc, on entend beaucoup parler qu'on s'en va vers un modèle d'économie circulaire. Toutefois, si on regarde le cœur de l'économie ici, dans le modèle d'économie circulaire, c'est le même cœur de l'économie. On pense qu'on pourrait tout laisser les modèles comme ils sont, nos modèles d'affaires, simplement travailler en circularité, puis qu'on va s'en sortir. Mais en fait, ça aussi, c'est une utopie. Le futur devant nous est beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va devoir commencer, et c'est déjà fait dans certaines industries, à régénérer les ressources. On ne peut vraiment plus en prélever autant. Donc, au-delà de la circularité, la régénération, on le voit par exemple dans le secteur agricole, on doit régénérer nos sols.
Et on voit aussi toute une transformation des chaînes d'approvisionnement vers des chaînes plus courtes. On a beaucoup parlé dans les derniers jours de nationalisme. Donc, on voit tout cet effort-là du cœur de l'économie qui est en voie de se transformer pour pouvoir répondre aux impératifs d'une économie qui serait sobre en carbone. Plutôt que d'optimiser le modèle économique actuel, ce qui est en train de se passer chez nos leaders, c'est qu'on est en train de co-créer une économie différente. C'est dans ce contexte-là que chez Québec Net Positif, on a créé le baromètre de la transition des entreprises. C'est un baromètre qu'on a réalisé en collaboration avec la firme Léger auprès de 596 dirigeants en 2023, 500 dirigeants en 2022, représentatifs de toute l'économie québécoise. Et notre objectif, c'est de comprendre où en sont les entreprises du Québec dans la mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, le premier grand constat du baromètre, c'est que les entrepreneurs québécois, ils ont vraiment une volonté d'agir pour le climat. Donc, si on regarde de la ligne de 80 ici, est-ce qu'ils estiment que c'est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre? La réponse, c'est oui. Mais toutes les questions autour de « mon entreprise a un rôle à jouer pour réduire les gaz à effet de serre », toutes ces questions-là de volonté, tout en haut de 80 %. Toutefois, quand on demande aux entrepreneurs, vous sentez-vous outillés pour agir? Bien, la moyenne tombe à 68 %. Puis quand on leur demande s'ils mettent en œuvre des actions climatiques dans leurs opérations, là, on tombe à 57 %. Donc, 57 % des entreprises québécoises nous disent « je mets en œuvre des actions climatiques dans mes opérations ». Et quand on demande aux dirigeants « êtes-vous témoins que la transition vers une économie sobre en carbone, elle est en cours autour de vous », bien là, c'est seulement 18 % des dirigeants qui sont témoins. Donc, à 57 % des gens nous disent « je fais quelque chose chez moi, mais je ne suis pas témoin que c'est en cours dans mon secteur d'activité ». Donc, on voit vraiment l'écart qui perdure entre la volonté d'agir et la mise en œuvre. On a voulu avoir une note pour savoir vraiment avec un chiffre où en sont les entreprises, un peu comme une note de bulletin. Donc, en collaboration avec les analystes de la firme Léger, nous avons fait de l'analytique avancée et on a créé un indice de transition. On a découvert qu'il y a 4 composantes clés qui nous permettent d'expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques dans les entreprises. La première composante, ce sont les aspects opérationnels. Tout ce qui est sous le contrôle de notre entrepreneur ou de notre entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans les investissements matériels, les achats d'équipements, par exemple? Quand on achète un équipement, c'est le bon moment de se demander quelle sorte d'énergie cet équipement-là va consommer. Est-ce qu'il va émettre plus ou moins de gaz à effet de serre que mon équipement précédent? Puis si on ne s'est pas posé la question et on remplace notre équipement aujourd'hui, on risque de verrouiller des émissions de gaz à effet de serre pendant 10 ans ou 15 ans, toute la durée de vie de notre équipement. Donc, c'est très important dans les opérations d'intégrer les considérations climatiques. On le voit aussi dans les investissements immatériels comme les investissements en recherche et développement ou en formation, également dans la performance des produits. Une autre composante clé pour savoir si une entreprise se place sur une trajectoire de décarbonation qui est plausible, c'est de regarder ce qui se passe dans sa chaîne de valeur. Est-ce qu'elle travaille avec ses fournisseurs? Est-ce qu'elle travaille avec ses clients? Quel est son modèle d'affaires? Est-ce que le modèle d'affaires peut être opérationnel dans une économie bas carbone? Il y a une autre composante qui a un petit peu moins de poids que ces deux-là, mais qui est quand même très importante, c'est la composante adaptation et résilience. Aujourd'hui, si une entreprise ne regarde pas les risques physiques à ses opérations en lien avec les événements climatiques, elle ne pourra pas être sur une trajectoire de transition qui est plausible. Donc, cette composante-là de l'adaptation, elle est essentielle à regarder et à intégrer dans la stratégie et les décisions d'affaires. Finalement, la 4e composante, c'est celle qui nous a surpris. Elle a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques dans nos entreprises. Et cette composante-là, c'est tout ce qui touche la culture organisationnelle. Donc, je vais vous donner quelques exemples en lien avec les composantes. Mais juste avant, je voulais faire appel à vous pour savoir qu'est-ce que vous pensez qui est l'indice de transition des entreprises au Québec aujourd'hui. Donc, nous, on a listé toutes les actions climatiques qui sont connues, possibles de mettre en œuvre pour réduire les gaz à effet de serre. Si une entreprise mettait en œuvre tout ce qui est possible, elle aurait une note parfaite de 100. Aujourd'hui, en moyenne, les entreprises du Québec, quel est leur indice de transition selon vous
58,2, vous pouvez faire ça à main levée. Ça voudrait dire que les entreprises du Québec mettent en œuvre 6 sur 10 des actions climatiques connues et souhaitables de faire. Est-ce que vous croyez qu'elles mettent en œuvre 58,2? Non. Très peu. Je vois pas aucune main levée. En fait, il y a une grosse lumière, mais je vois pas de mouvement. 41,3, c'est-à-dire qu'elles mettraient en œuvre 4 sur 10. On va aller à l'enchère. 32,4. Ah, là, ça bouge. 25, donc les entreprises mettent en œuvre 1 sur 4. Bon, la réponse, c'est 32,4. Donc, aujourd'hui, les entreprises du Québec mettent en œuvre le tiers des actions climatiques qui sont connues et souhaitables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la répartition des entreprises. Comme vous pouvez voir, très peu d'entreprises mettent en œuvre beaucoup d'actions climatiques. La moyenne est à 32,4. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a découvert, grâce à l'analytique avancée, les facteurs clés qu'il faut mettre en place, qui font en sorte que ça permet de prédire qu'il y aura plus d'actions climatiques mises en œuvre dans cette entreprise-là. Et le premier facteur, on parlait de la culture organisationnelle, c'est d'avoir une équipe de direction engagée envers le climat. Lorsque l'entreprise compte sur un conseil d'administration qui est engagé pour le climat, l'indice de transition passe en moyenne à 49,6. Donc, on met en œuvre la moitié des actions climatiques dans ces entreprises-là. Je vous donne un exemple ici, la laiterie Chagnon. Pour cette entreprise familiale, en 1969, ils faisaient des boucles de récupération de chaleur. Donc, c'est vraiment dans leur ADN de prendre soin de l'environnement. Ça se traduit par un leadership aujourd'hui, mais quand on demande à l'ensemble des entreprises au Québec, on est à 43% des entreprises qui nous disent compter sur un engagement fort ou moyen de leur équipe de direction envers le climat. Quand on demande aux entreprises, est-ce que le climat est à l'agenda des rencontres de votre équipe de direction? On baisse à 19%. 80% des rencontres d'équipes de direction dans toutes nos entreprises au Québec, le climat ne fait pas partie de l'agenda dans 80% des entreprises. Je voulais vous parler du groupe Brassicole Ensemble. Ici, c'est un exemple très concret de ce qui se passe dans la culture des entreprises. Plusieurs microbrasseries québécoises se retrouvaient avec un besoin, en tout cas de la demande, pour créer un fort volume. Plutôt que chacune se procurer des équipements, étant donné que les équipements sont coûteux, l'espace est coûteux, et on s'en va vers une économie bas carbone, ils ont décidé de mutualiser leurs ressources. Donc, ils ont installé une grande usine pour brasser la bière de tout le monde avec des maîtres brasseurs, chacune leur recette bien secrète, mais ça leur permis aussi de s'approvisionner ensemble, localement, en agriculture biologique, avec nos agriculteurs locaux. Donc, ils brassent chacune des bières biologiques dans une entreprise certifiée B Corp, où on ramasse la donnée, mais où aussi on a regroupé une grande quantité de drèches de microbrasseries, ce qui va permettre de penser à faire de l'économie circulaire, parce que là, on regroupe le gisement au même endroit. Fait que c'est un exemple de ce qu'on peut commencer à voir, la mutualisation des ressources, entre autres, les modèles d'économie sociale qui s'infiltrent à travers le B Corp dans l'économie plus traditionnelle. C'est vraiment ce qu'on voit dans la transformation des modèles d'affaires. Ensuite, je vais vous donner quelques autres exemples de ce qu'on a découvert. On a découvert que les entreprises exportatrices mettent en œuvre significativement plus d'actions climatiques que les entreprises qui n'opèrent que sur le marché local. Ensuite de ça, le grand facteur qui explique le plus la mise en œuvre d'actions climatiques, c'est de compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe. Les entreprises qui nous disent compter sur de l'expertise, c'est elles qui ont un indice de transition de 58,2. Et celles qui nous disent « je ne compte pas sur une telle expertise », c'est elles qui ont un indice de transition de 25. L'écart entre compter sur de l'expertise et ne pas compter explique la plus grande portion de mise en œuvre d'actions climatiques. C'est pour ça que c'est tellement important que comme communauté d'affaires, on rassemble l'expertise disponible et on la met à la disposition de nos PME. D'ailleurs, 71% des entreprises qu'on a consultées nous disent « les grandes entreprises ont un rôle à jouer pour aider les PME à mettre en œuvre des actions climatiques. » Effectivement, chez les grandes entreprises, il y a beaucoup d'expertise qui peut être mise à la disposition des PME dans leur chaîne de valeur ou même dans leur communauté. Nos grandes entreprises, leur indice de transition moyen,
35,9 les entreprises de plus de 250 employés. Les petites entreprises de 9 employés moins ont un indice de transition de 30. Où croyez-vous que sont situées nos PME entre 10 et 249 employés? On pourrait dire, est-ce qu'elles sont en haut de la moyenne ou en bas de la moyenne? Faites juste me faire un signe pour m'aider. En haut de la moyenne? En bas? Est-ce que vous croyez qu'elles sont plus proches des grandes entreprises ou des petites? Plus proches des petites? On a été très surpris lorsque les résultats de l'analytique avancée nous ont été communiqués par Léger. Les PME du Québec aujourd'hui ont un indice de transition de 35,7 en fait, ce qui est tout à fait équivalent aux grandes entreprises. À ce moment-ci de la transition, qu'on soit une PME ou une grande entreprise, on a autant de chances de mettre en œuvre des actions climatiques. Quand on pense aux composantes de culture organisationnelle, par exemple, ça fait bien du sens que les PME puissent mettre en œuvre autant d'actions climatiques et on a très hâte de voir les prochaines années. Peut-être même que les PME peuvent mettre en œuvre plus d'actions climatiques que les grandes, puis devenir des vecteurs d'accélération de la transition dans l'économie. On a très hâte de voir, mais définitivement que les grandes entreprises peuvent en faire encore plus avec les ressources à leur disposition. Donc, passage à l'action, qu'est-ce qu'on voit dans les stratégies d'entreprise? On a demandé à l'équipe d'analytique de Léger de regarder s'il y avait des clusters possibles ou des regroupements en fonction de ce qu'on observe dans la mise en œuvre d'actions climatiques. Et il y a 5 regroupements qui ont émergé dans l'économie du Québec. Les entreprises en bas, on a qualifié ces entreprises-là d'insouciantes. Je suis pas en train de dire que comme dirigeant, il y a des insouciants au Québec, pas du tout. Mais ces entreprises-là, on les a qualifiées d'insouciantes parce qu'elles continuent d'opérer comme s'il n'y avait pas de changement climatique. Elles nous disent c'est pas urgent de réduire les gaz à effet de serre. Et quand on demande aux dirigeants est-ce qu'il y a des risques par rapport à la transition au changement climatique, ils nous répondent je sais pas s'il y a des risques. Est-ce qu'il y a des occasions d'affaires? Je sais pas. Il y a beaucoup de je sais pas dans ces questionnaires-là. Le taux de littératie est assez faible. C'est 24% des entreprises québécoises qu'on peut qualifier d'insouciantes. Et leur indice de transition est de 18,4, donc elles mettent en œuvre très peu d'actions climatiques, principalement ce qui est rendu facile localement, comme par exemple du recyclage. Les entreprises immobiles comptent pour 18% des entreprises québécoises. La différence entre les insouciantes et les immobiles, c'est que les immobiles, elles voient des risques. Elles sont conscientes qu'il y a des risques physiques pour leurs opérations. Elles pensent que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre, mais elles ne croient pas qu'elles doivent faire quelque chose. Elles pensent que ça va pas faire une différence. Puis comme toute entreprise, on est tellement bon à gérer les risques que le risque climatique est juste un des risques additionnels qu'on met dans notre gros baluchon de risques à gérer. On s'y prépare. Si jamais on y fait face, on verra, mais entre-temps, on n'agit pas. On a 26%, heureusement, c'est le plus grand groupe d'entreprises québécoises qui peuvent être qualifiées d'enthousiastes. La différence qu'on a notée, c'est que chez les enthousiastes, non seulement elles voient les risques, mais elles voient aussi les bénéfices et les occasions d'affaires de la transition. Et à partir du moment où un entrepreneur voit des bénéfices ou voit des occasions d'affaires, c'est là où la petite lumière s'allume dans ses yeux. Puis là, il dit « Je vais faire quelque chose, moi, pour aller saisir cette occasion d'affaires ». Les entreprises enthousiastes, on les a représentées par un petit bonhomme qui tient une feuille de papier parce que regardez, leur indice de transition est en bas de la moyenne, à 30,9. Elles veulent, pouce en l'air, je veux agir, mais elles ne savent pas nécessairement quoi faire. C'est des entreprises chez qui il manque beaucoup d'informations. Elles se demandent comment agir, puis elles aimeraient que quelqu'un leur dise quoi faire, en fait. Les entreprises engagées constituent 17% des entreprises au Québec. Ce sont des entreprises qui travaillent dans leur chaîne de valeur. Vous voyez, on a mis des petits barbotins dans leurs mains. Elles sont vraiment au cœur d'un écosystème ou d'une chaîne de valeur qui est en voie de se transformer. Et c'est là où on voit que les gens comptent sur de l'expertise, qu'ils mobilisent leurs parties prenantes, donc ils travaillent vraiment en équipe. Les entreprises visionnaires constituent 14% des entreprises au Québec. On dit visionnaires parce qu'elles mettent en œuvre le plus d'actions climatiques. Donc, ce sont celles qui sont plus propices de se retrouver sur une trajectoire de transition qui va être plausible. Chez ces entreprises-là, c'est là qu'on commence à voir de la mesure de gaz à effet de serre. C'est surtout là qu'on a vu des investissements en technologie propre chez nos entreprises visionnaires.
elles nous disent que leur raison d'être est alignée avec un avenir bas carbone, mais aussi chez ces entreprises-là, on voit beaucoup de certifications d'entreprises B Corp, d'entreprises qui font du commerce équitable. Donc, une culture organisationnelle à la fois fondée sur de la donnée, donc ce que les certifications imposent, mais parce que la mesure des GES, elle est intégrée, on peut imaginer que les considérations et les données climatiques sont intégrées dans la prise de décision et ça permet de générer davantage de mise en œuvre. Donc, au niveau des modèles d'affaires, ce que je voulais souligner, c'est qu'on a la moitié des entreprises du Québec qui nous disent qu'ils sont au moins en voie de se préparer pour une économie sobre en carbone. C'est-à-dire que la moitié des entreprises du Québec ne sont pas encore en voie de se préparer ou ils le savent tout simplement pas. Ce qui nous a frappé en 2023, c'est qu'il y a moins d'entreprises qu'en 2022 qui nous ont dit être tout à fait prêts à opérer dans l'avenir bas carbone. L'année 2023 ici au Québec a été vraiment difficile sur le point de vue des événements climatiques extrêmes. On a eu des grands feux de forêt, mais on a eu des verglas, des inondations. Après cette année-là, nous, on fait le sondage au début août. On pense que les entrepreneurs qui nous avaient dit l'année précédente « Ah, je suis tout à fait prêt à opérer dans le bas carbone », une portion d'entre eux ont dit finalement « Je suis peut-être moins prêt que je pensais ». Donc, on a très hâte de voir évoluer cet indicateur-là aussi dans les prochaines années. On a beaucoup d'indicateurs dans le baromètre, on a 111 variables. Donc, effectivement, ici, c'est un extrait. Il y a beaucoup d'informations sur notre site Web si vous voulez en savoir plus. Mais une des choses que je voulais souligner, c'est les bénéfices que les entreprises qui mettent en œuvre des actions climatiques nous ont dit retirer. Le premier bénéfice, c'est au niveau de l'image de marque, la réputation de l'entreprise. Puis ensuite, il y a plusieurs bénéfices en lien avec la main-d'œuvre. On sait combien la main-d'œuvre, c'est un enjeu. Mettre en œuvre des actions climatiques, ça permet de stimuler le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance des employés, mais aussi de créer puis d'offrir des solutions qui vont répondre aux besoins changeants de la clientèle. Donc, se positionner comme un employeur de choix pour nos employés maintenant, mais aussi pour attirer les nouveaux talents. Le quatrième principal bénéfice, fidéliser la clientèle. Finalement, ici, je vous présente juste le top 6, mais il y en a bien d'autres. Et juste en dessous, là, dans le 7-8, il y a des coûts, sauver des coûts, sauver des ressources. Mais le numéro 6, très important pour nos PME, se positionner comme un fournisseur de choix dans sa chaîne de valeur. On commence à vraiment voir là, que les grands donneurs d'ordre ont des exigences de plus en plus importantes vis-à-vis leurs fournisseurs. Les PME qui s'inscrivent dans ces chaînes de valeur-là peuvent retirer l'avantage de se positionner comme un fournisseur de choix. Donc, sur ce, je veux juste résumer, vous rappeler ce qu'on voit comme stratégie d'entreprise. Quand les entreprises ont un indice moyen de 32,4, c'est qu'elles font pas encore appel à toute l'expertise qui est à leur disposition, soit dans leur entreprise ou soit dans leur écosystème d'affaires. Quand les entreprises comptent sur de l'expertise, il y a significativement plus de mise en œuvre d'actions climatiques. Et on est chanceux ici au Québec, on a beaucoup d'expertise dans nos grappes, et particulièrement dans la grappe Écotech Québec, qui travaille sur nos technologies propres. Et Écotech fait un effort particulier pour prendre toutes les connaissances et toute l'expertise et toutes les technologies et s'assurer que ça va être au service de nos PME québécoises. Et c'est de ça que Isabelle va venir nous parler. Donc, sur ce, je passe la parole à Isabelle et je vous rappelle de prendre en note vos questions. On aura une période de questions-réponses à la fin. Merci, Anne-Josée. Donc, oui, quelques mots sur Écotech Québec, peut-être pour commencer, pour ceux qui sont pas familiers avec la structure de grappe. Les grappes ont été développées sur des secteurs porteurs pour le Québec. Donc, on a une grappe aérospatiale, on a une grappe en aluminium, on a une grappe pour les technologies propres. Et Écotech Québec, la mission est vraiment de développer et d'accélérer le développement de ces technologies propres-là. En bout de ligne, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les technologies propres deviennent vraiment la norme par rapport aux technologies traditionnelles. Anne-Josée l'a mentionné tout à l'heure, il y a tout un exercice à faire au niveau d'une croissance plus qualitative que quantitative. Il y a une façon de revoir la consommation qu'on fait de nos matières premières. Les technologies propres sont là pour ça, mais sont là pour surtout remplacer les technologies plus traditionnelles qui vont consommer, je dirais, de manière moins efficace et n'amèneront pas de solution à l'environnement.
Nos champs d'action, je vais surtout parler aujourd'hui de la portion connectée. Anne-Josée a mentionné qu'un des piliers, en fait, qui aidait les entreprises à passer à l'action était l'accès à une expertise pour pouvoir savoir par où commencer. Ben, Ecotech, à travers différents programmes, c'est quelque chose qu'on met en place. C'est un mandat qui nous a été donné par différents paliers gouvernementaux au niveau municipal, au niveau provincial, également au niveau fédéral. Évidemment, on ne fait pas que ça. On représente beaucoup l'écosystème pour aider à façonner la réglementation pour être sûr qu'elle laisse un peu la place à l'innovation verte pour qu'elle puisse prendre sa place dans un contexte, je dirais, un petit peu plus traditionnel. Promouvoir, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est faire rayonner les technologies propres, le savoir-faire qu'on a ici, localement et à l'international, mais pour être capable de faire ça, il faut déjà que les gens comprennent ce que sont que des technologies propres. Informer et mobiliser également, donc ce sont tous des piliers d'action sur lesquels Ecotech agit. Donc, le portrait des technologies propres. Je vais juste commencer de manière générale par cela, parce que je l'ai mentionné, c'est pas tout le monde qui savent à quel niveau les technologies propres sont représentées au Québec. Et pour nous, les secteurs qui sont représentés par Ecotech, évidemment, on va parler beaucoup d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, mais on va parler également de chimie verte. Donc, tout ce qui va être bioproduit. On peut penser à des bioplastiques, de la biomasse, etc. Donc, tout ce qui peut venir remplacer des produits plus traditionnellement toxiques ou chimiques par des matières qui sont conçues pour être plus facilement réutilisées ou recyclées ou même compostées en fin de vie. Logistique, donc on peut penser à des systèmes qui vont nous aider à consommer de manière plus efficace. Sol et agriculture, souvent au niveau de la décontamination des sols, mais on va parler également des agtech, donc les technologies qui vont aider à produire mieux de manière plus efficace. Et Anne-Josée parlait tout à l'heure de la réhabilitation des sols, donc on est un peu dans cette veine-là. L'eau, qui est une ressource qu'on a en abondance au Québec et au Canada, mais lorsqu'on sort du pays, on voit à quel point c'est un sujet d'actualité. Donc, tout ce qui va être au niveau de la préservation, au niveau du traitement de l'eau également, et la gestion des matières résiduelles à différents niveaux pour notamment embarquer parfois dans un cercle d'économie circulaire pour être capable de revaloriser ces matières-là au lieu qu'elles aillent à l'enfouissement. Donc, ça vous dresse un petit peu un portrait des technologies propres qui font partie de la grappe d'Ecotech Québec. Et pourquoi c'est important d'utiliser les technologies propres? Il y a plusieurs experts qui s'entendent pour dire que si on veut être capable d'atteindre nos cibles de transition climatique, on doit déployer toutes les technologies propres qui existent. Et non seulement toutes les technologies propres qui existent en ce moment, mais toutes les technologies propres qui sont en développement, les prototypes. Sinon, ça va être impossible d'arriver à atteindre nos cibles climatiques. Et la bonne nouvelle, c'est que les technologies propres sont, oui, écologiquement efficaces, donc vont aider les entreprises à atteindre leurs cibles environnementales, mais elles sont aussi économiquement avantageuses. Donc, souvent, avec ces innovations-là, vont suivre une efficacité opérationnelle qui va être avantageuse pour l'entreprise. Évidemment, socialement responsable, parce que lorsqu'on gère les procédés pour que l'environnement ou ce qui sort des procédés soit plus écologique, ben en fait c'est toute la communauté qui en bénéficie. Et il faut pas non plus négliger le potentiel que ces innovations-là représentent pour la compétitivité du Québec, du Canada à l'international. Donc, ce sont vraiment des technologies qui peuvent venir appuyer l'environnement, l'économie, les PME, les entreprises de manière générale à différents niveaux. Et ce sont des technologies qui sont applicables à tous les secteurs. Donc, ce sont des technologies qui sont transversales. Donc, tous les marchés d'application peuvent, d'une façon ou d'une autre, identifier des technologies propres qui peuvent venir répondre à leurs enjeux. Évidemment, il y a certains secteurs qui sont plus propices. Il y a des secteurs qui sont la cible pour être des clients. Naturellement, on va penser au secteur manufacturier qui a le potentiel d'avoir un plus grand impact, secteur public également, mais tout ce qui va toucher la construction, la foresterie, produits forestiers, j'en passe, et même l'industrie du service. Donc, il y a
Canada des technologies propres qui peuvent être appliquées vraiment à tous les marchés d'application et par le fait même amener des avantages aux entreprises qui sont dans le secteur. Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau du développement des technologies propres? Au Canada, on a par le passé à plusieurs reprises surpassé par rapport à notre poids, par rapport à notre taille à l'international au niveau des technologies propres innovantes qu'on était capable de développer. Donc, si on regarde, par exemple, sur 100 entreprises qui ont été sondées, en fait, sur un classement, je devrais dire, sur les 100 entreprises qui se sont positionnées au top, au Canada, on se retrouvait avec 13 de ces entreprises juste derrière les États-Unis. Donc, ensuite, on a l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, Israël, et ensuite, on a à peu près 14 pays qui ont eu une ou deux technologies propres, entreprises en technologie propre qui se sont vraiment démarquées à l'échelle internationale. Donc, ça démontre qu'il y a un potentiel énorme des entreprises qui sont développées au Canada. Au Québec, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde de manière plus globale les produits environnementaux, donc ce qui va inclure l'hydroélectricité, ce qui va inclure l'industrie du service, on est parmi les plus grands contributeurs. En fait, on est le plus grand contributeur au PIB au Canada à ce niveau-là. Maintenant, si on se pose la question au niveau des pure play, donc le nombre d'entreprises en technologie propre au Québec par rapport au reste du Canada, on sous-performe un petit peu. On est à 400 sur environ 2400 entreprises pure play en technologie propre. Ça peut s'expliquer de différentes façons au niveau des investissements sur les technologies propres elles-mêmes. Ça peut s'expliquer aussi au niveau des investissements en R&D au sein des entreprises. On sait qu'on a accumulé au Québec un petit retard en investissement R&D et que le Canada est dans la même situation par rapport à d'autres pays, mais on sait qu'il y a des acteurs de l'écosystème qui sont vraiment en train de travailler sur ce sujet-là pour qu'on soit capable d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Mais de manière générale, l'économie verte au Québec est un secteur extrêmement porteur avec des emplois de fine pointe, donc un secteur très, très, très porteur pour l'économie. Au niveau des investissements, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait eu une première vague d'investissements dans les années 2000 qui s'est résorbée un petit peu vers 2011. Mais on voit que depuis 2018 et depuis 2021 surtout, il y a vraiment une accélération exponentielle des investissements à l'international au niveau des technologies propres. Donc, c'est vraiment un secteur qui suscite énormément d'intérêt. Il y a un shift intéressant au niveau du mix d'investissement qui est en train de s'opérer. Et si on regarde, les plus gros changements se situent au niveau des investissements à partir de la Chine et à partir de l'Asie en technologie propre. Donc, on peut vraiment anticiper qu'il va y avoir une concurrence extrêmement forte à l'international, d'où l'importance de continuer de positionner le savoir-faire québécois et canadien à ce niveau-là. Mais ça démontre encore une fois l'intérêt pour le secteur. Ce qui en est au niveau de l'adoption des technologies propres, donc je vais référer à une des statistiques du baromètre de la transition de QuébecNet Positif. On regarde s'il y a 57% des entreprises qui ont mis au moins une action climatique en marche. Donc, on parlait tout à l'heure des actions qui sont peut-être les plus simples ou les plus faciles à mettre en œuvre. Réduction de matières résiduelles, recyclage et compostage. Optimisation des opérations et réduction des ressources. Donc, ça, c'est quelque chose sur lesquels les technologies propres peuvent agir. Amélioration, adoption de l'offre de produits et services. Optimisation de la gestion de l'énergie. Optimisation de la gestion des transports. Également quelque chose sur lequel les technologies propres peuvent agir. Mais quand on regarde spécifiquement la ligne au niveau de l'acquisition des technologies propres, on est à 27%. Et ce qu'on vise d'ici les 2 prochaines années est de 37%. Donc, il y a quand même un pourcentage assez faible pour l'instant d'acquisition des technologies propres. Et c'est souvent les mêmes enjeux dont on entend parler au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a le manque de connaissances, il y a le manque de financement, il y a le manque de temps et de ressources en interne pour aller de l'avant avec une adoption de technologies propres et la gestion de changement que ça requiert. Donc, qu'est-ce qu'on fait
par rapport à ça. On a une urgence d'agir face au changement climatique. On le voit dans les médias. On sent l'urgence au niveau de la population. On en parle de plus en plus. Cependant, les gens ne maîtrisent pas nécessairement la diversité de solutions qui s'offrent à eux pour opérer le changement. On a des différents paliers de gouvernement qui, de plus en plus, vont mettre en place non seulement des visions, mais des moyens également pour faire avancer les choses. Les entreprises comprennent qu'il y a des avantages à opérer une transition climatique. On en mentionnait un petit peu tout à l'heure, mais il y a des avantages au niveau de la réduction des coûts, au niveau de l'efficacité opérationnelle. On a des avantages également au niveau du financement qui peut être plus favorable pour des projets de transition. On parlait de gestion de réputation, d'attraction, de rétention de talents. On parlait de sécuriser sa place au sein de sa chaîne d'approvisionnement et surtout de se positionner par rapport à une réglementation qui s'en vient et qui va être de plus en plus omniprésente au niveau des critères de responsabilité des entreprises à ce niveau-là. Donc, le passage à l'action est difficile. Ce qu'on essaie de faire chez Ecotech et le mandat qu'on a des différents paliers de gouvernement est vraiment d'aider l'écosystème à différents niveaux et d'aider les entreprises qui souhaitent aller de l'avant avec une transition à trouver les solutions qui peuvent répondre à leurs besoins. Et là, je vais vous donner quelques exemples très concrets d'outils qu'on a développés très récemment. Donc, GPS Climat, qui est un guide pour les entreprises dans leur transition climatique. Donc, c'est un site qui est en ligne en ce moment. C'est un site qui est gratuit. C'est un site qui permet à une entreprise, et là, on va avoir une V2 qui va être disponible dans les prochaines semaines. Donc, il va y avoir des modules additionnels qui vont être mis à votre disposition. Mais c'est un site qui permet à une entreprise déjà de comprendre les avantages d'aller de l'avant avec une transition, avec des projets de transition écologique, par exemple. C'est un site qui va permettre d'identifier des solutions en technologie propre selon différents enjeux, qui va permettre d'identifier le financement disponible aux entreprises pour aller de l'avant avec leurs projets et des ressources locales d'accompagnement pour pouvoir aider les entreprises à être accompagnées en plus d'Ecotech lorsqu'elles ont des questions par rapport à ce qu'elles devraient faire pour mettre de l'avant un projet. Donc, juste pour vous donner un exemple, ici, on est au niveau des solutions qui sont disponibles. Donc, on a sous-divisé les solutions au niveau de l'eau, déchets, recyclage, énergie, sol et agtech, air, numérique durable, bioproduits, mobilité. Et on continue d'alimenter cette banque-là de technologies propres avec des cas extrêmement concrets d'application, avec des bénéfices extrêmement tangibles au niveau des coûts opérationnels, au niveau de l'impact environnemental également. Au niveau du financement, on a accès à différentes bases de données qui nous permettent d'analyser les projets qui nous sont amenés pour être capable de sortir peut-être les 3-4 options les plus avantageuses pour les projets que les entreprises ont en tête. Donc, vraiment quelque chose de très, très, très concret. En plus, c'est possible aussi on a un module de gestion de projet, donc de suivre dans le temps comment ça se passe, de quantifier justement les résultats de ce projet-là après la mise en place. Donc, c'est un exemple. Je vous invite à aller visiter le site web. Un deuxième exemple d'action qu'on prend vient vraiment dérisquer l'adoption de technologies propres. Donc, on l'a mentionné encore une fois tout à l'heure, la connaissance, le niveau de connaissance requis fait que souvent les entreprises vont hésiter avant d'aller de l'avant. Donc, ce qu'on amène, c'est un accompagnement pour aider les entreprises à définir leurs besoins, être capable d'aller chercher également les solutions de technologie propre qui sont déjà disponibles et parfois qui ne sont même pas encore disponibles, qui sont encore en phase de recherche ou de pré-commercialisation, pour être capable d'arriver avec différents scénarios et différents plans d'adoption, d'intégration de ces technologies propres-là.
Donc, pour vous donner quelques exemples de projets récents ou moins récents sur lesquels on a travaillé avec Attraction qui se retrouvait avec vraiment des lots assez importants de matières textiles à gérer. Et par le passé, ces matières textiles-là, c'est extrêmement difficile de revaloriser ou d'utiliser à d'autres fins. Donc, ça se retrouvait dans les dépotoirs. Donc, c'était vraiment des matériaux qui se retrouvaient directement là, qui étaient gérés comme un déchet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'identifier avec l'entreprise qu'elle souhaitait faire, d'identifier des développeurs de technologies propres qui pouvaient réutiliser ces retails-là ou ces chutes textiles-là pour être capable de les intégrer dans la production de d'autres matériaux. On a eu plusieurs possibilités qui ont été identifiées, mais je vous en donne un par exemple dans les briques. Donc, il y a des briques qui peuvent être fabriquées avec certaines retailles, certains résidus textiles de ces entreprises-là. Un autre exemple, Bell, système de climatisation efficace pour les salles de serveurs. On le sait, tout ce qui touche les technologies futures vont requérir de plus en plus de salles de serveurs, vont émettre de plus en plus de GES. En ce moment, c'est un secteur qui consomme ou qui émet à peu près la même proportion que le secteur de la santé au Québec. Et c'est quelque chose qui va aller de manière exponentielle. Donc, d'être capable de refroidir, si on veut, de manière efficace, ces salles de serveurs-là. Dans ce cas très précis, on a travaillé avec un développeur de technologies propres qui faisait des systèmes de réfrigération pour les épiceries. Et on a changé, en fait, la technologie Fréon par une autre technologie qui permettait une réduction des émissions de GES. Donc, c'est une entreprise québécoise, Carnot, qui avait travaillé avec Bell pour être capable de trouver une solution qui répondait à ces enjeux-là. Un autre exemple, Daou, filtration de microplastiques dans l'eau, on en parle énormément, beaucoup à l'international, on commence à en parler un peu ici. Tout ce qui touche les PFAS, tout ce qui touche les contaminants éternels qu'on appelle, donc les particules de plastique qui vont rester, par exemple, dans nos corps parce qu'elles se retrouvent de manière assez omniprésente dans l'eau. Donc, c'était une des microparticules qu'on cherchait à éliminer parmi tant d'autres. Et donc, ça a été de travailler à identifier des systèmes de filtration à la source qui pouvaient permettre de réduire la présence de ces microparticules-là à la sortie des machines à laver industrielles. Et Daou est un des, en fait, la plus grosse entreprise là, de lavage industriel au Québec. Donc, c'est pas des petites quantités non plus. Et un dernier exemple. Donc, ArcelorMittal qui cherchait à remplacer des sources de combustible qui étaient des combustibles fossiles pour la fabrication de boulettes de fer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec une entreprise locale. Donc, on reste dans cette notion-là de proximité pour trouver comment, à partir de résidus de bois, créer de la biomasse qu'on allait réussir à amener à une chaleur assez importante pour être capable de vraiment remplacer les combustibles fossiles. Donc, voici 4 exemples très concrets de défis d'adoption de technologies propres sur lesquels on travaille. Certains de ces défis-là et certains qui sont en cours sont des défis qui sont subventionnés par différents paliers de gouvernement. Donc, si vous êtes une entreprise et vous considérez en ce moment entreprendre un projet, je vous inviterai à venir nous voir pour qu'on puisse en discuter. Donc, certains de ces projets qui ont été financés, subventionnés, d'autres qui ne l'étaient pas directement. Et finalement, le dernier point, bien évidemment, avec tous ces cas d'exemple, c'est important d'en parler, c'est important de les faire rayonner. Je mets de l'avant un des événements qu'on utilise pour faire rayonner les entreprises locales qui adoptent des technologies propres, mais c'est surtout aussi un tremplin qui suscite beaucoup d'intérêt au niveau des médias. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on en parle de plus en plus, que les gens voient que dans l'adoption de technologies propres, il y a des avantages, il y a des entreprises qui vont de l'avant
Et à partir du moment où une entreprise va de l'avant avec un projet de transition, ben, elle a tendance, de ce que nous, on remarque, à en faire plus qu'un. Donc, elle va en faire un deuxième, elle va en faire un troisième. Donc, c'est de commencer par des petits pas, c'est de commencer par un accompagnement. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a vraiment des avantages à aller de l'avant avec ce genre de projet-là. Si vous le faites pas tout de suite, vous allez devoir le faire dans quelques années parce que les compétiteurs, de plus en plus, vos compétiteurs vont le faire. Donc, c'est vraiment de sécuriser sa place au niveau auprès de ses clients, auprès des bassins de talents potentiels d'entreprise. Donc, je vous encourage fortement à juste commencer à aller naviguer sur GPS Climat, voir c'est quoi des technologies propres, qu'est-ce que ça peut permettre d'accomplir, de nous contacter si vous considérez un projet de technologie propre mais que vous savez pas par où commencer. Donc, n'hésitez pas. Il y a des experts, il y a plusieurs experts qui sont là pour aider les entreprises dans leur transition climatique. Et sur ça, on va ouvrir aux questions. S'il y en a. Merci. Oui, il y a quelqu'un avec le micro. Si vous avez des questions. Ah, je vois une question ici. Merci. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup. J'adore l'idée de faire les clean tech avec les entreprises qui doivent décarboner. Forcément, c'est un lien qui est de toute cohérence. Donc, bravo pour votre panel. Moi, j'ai pas une question. Je voulais juste me présenter. Je merci. Mon nom, c'est Emmanuel Tavernier. Je suis PDG d'Oxia Initiative. On a développé une plateforme d'un côté qui permet de mesurer l'évitement des gaz à effet de serre des clean tech de façon automatique. De l'autre côté, on a une plateforme qui permet de mesurer l'empreinte carbone de n'importe quelle PME de ce monde. Donc voilà, on est encore une start-up, on est une clean tech, mais on adorerait avoir beaucoup d'entreprises qui viennent dans notre plateforme pour accélérer la transition. Vraiment, mon impact, c'est d'accélérer la transition. Donc voilà, si vous voulez venir me voir pour faire votre empreinte carbone ou l'évitement de gaz à effet de serre de votre clean tech, venez nous voir, on est là pour améliorer la situation. Merci. Bonjour, félicitations pour vos présentations. C'était très riche et très intéressant, bien fait aussi. Je me suis demandé en vous écoutant, quels sont les défis que vos organisations ont à relever pour justement peut-être rejoindre les entreprises qui ont tellement besoin de vous? Quels sont les obstacles que vous avez à franchir? Quelles sont les choses qui devraient être faites différemment pour que vous puissiez pour que votre message puisse rejoindre plus de gens? Vas-y. Bien, merci beaucoup pour la question. Nous, on s'est posé beaucoup de questions avec Québec Net Positif. Il y a 250 000 PME au Québec. Puis une chose qui est devenue très évidente assez rapidement, c'est que notre OBNL n'allait pas être en mesure d'établir une relation de confiance avec un nombre suffisant de PME pour pouvoir faire accélérer la transition, ce qui est vraiment notre raison d'être. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tout d'abord les moments de vérité qui se présentent dans la vie d'une entreprise où on peut intégrer les considérations climatiques. Puis ensuite, on s'est demandé qui sont les intervenants dans l'écosystème d'affaires qui ont déjà établi des relations de confiance avec les PME. Puis est-ce que ces personnes-là, au moment de vérité, lorsqu'ils se présentent, intègrent, eux, les considérations climatiques? Parce que les entrepreneurs, en ce moment, là, on le voit dans le baromètre, c'est pas une priorité, là, l'action climatique. Leur grande priorité, c'est la main-d'œuvre, la productivité un peu, mais surtout la rentabilité. Donc, en faisant ça, ça nous a permis d'identifier que les gens en développement économique, les conseillers financiers dans les institutions financières, les ingénieurs et plein d'experts et de professionnels qui sont autour de nos entreprises, ce sont eux qui sont les mieux placés pour pouvoir venir intégrer les considérations climatiques au bon moment. Donc, chez Québec Net Positif, on a appelé ça « accompagner les accompagnateurs ». On a décidé de mettre l'accent sur accompagner les gens dans l'écosystème d'affaires pour créer un climat qui va être propice à la transition des PME. Si l'entrepreneur lui-même n'a pas pensé que dans son investissement de recherche et développement, il devrait au moins avoir une proportion qui permet de générer des solutions bas carbone ou de s'adapter au changement climatique, mais il faut que les personnes qui financent sa recherche et développement lui fassent penser au bon moment où il développe son programme. Donc, pour nous, on a constitué, par exemple, une communauté de pratique. En ce moment, on a 150 personnes, un petit peu plus même, d'inscrites dans la communauté de pratique
tous des gens qui accompagnent des PME, soit en développement économique, dans des municipalités, dans d'autres types d'organisations, et qui peuvent intégrer l'action climatique. On les amène ensemble, eux-mêmes partagent les meilleures pratiques ensemble. Donc, je pense qu'il faut innover dans notre façon de mettre à l'échelle de tout le Québec et de la rendre disponible, l'expertise qui peut être utile aux PME au bon moment, dans les moments de vérité. Puis pour répondre spécifiquement à votre question, le grand défi pour un OBNL comme le nôtre, ça reste le financement. Donc le rôle qu'on s'est donné, qui est un rôle un peu à 40 000 pieds là, entre les gouvernements puis l'accompagnement des entreprises sur le terrain, c'est un rôle pour lequel il y a très peu de financement. En fait, la plupart du financement va pour accompagner les entreprises sur une base individuelle. Mais ce qu'on se rend compte pour vraiment réduire les gaz à effet de serre, c'est qu'on a besoin souvent d'un effort collectif. Donc, ça va se passer soit dans notre association sectorielle ou régionale. On parlait tantôt des gaz réfrigérants, par exemple. L'enjeu des gaz réfrigérants est souvent un enjeu sectoriel, par exemple dans le secteur de la transformation alimentaire. Donc, il y a moyen de faire équipe ensemble pour régler des enjeux communs. Mais pour ça, il faut travailler au niveau sectoriel, ce que nous, on veut faire, mais c'est pas le genre de programme ou de projet qui cadre dans la façon habituelle de voir les choses, où auparavant, on avait tendance à aider les entreprises exclusivement sur une base individuelle. Donc, ça, c'est vraiment un grand défi. Écoute, c'est une très bonne réponse. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter parce qu'en fait, pour nous aussi, certains des enjeux, puis vous l'avez vu quand j'ai présenté GPS Climat, c'est impossible pour nous non plus d'aller rejoindre toutes les PME dans toutes les régions. Donc, au niveau géographique, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a une page ressources de gens, souvent de développement économique local, qui vont pouvoir prendre le relais à partir du moment où nous, on a déjà commencé à mettre les bonnes bases. Également au niveau des entreprises de services, au niveau financier par exemple, qui ont déjà accès directement à un bassin de clients qui peuvent se poser ces questions-là. Donc, je pense que grosso modo, l'objectif, c'est de le faire de manière le plus coordonnée et en collaboration. On parle beaucoup de ce qu'on fait au Québec, mais nous, on est impliqués aussi au sein du Canada Clean Tech Alliance. Donc, on parle avec les autres GRAP au Canada. On fait partie du International Clean Tech Network. Donc, on parle à des GRAP à l'international. Donc, ça fait beaucoup de relations, je dirais, à maintenir. Donc, pour nous, oui, au niveau du financement, mais également aussi au niveau de la quantité d'acteurs et d'être sûr que les acteurs sont impliqués là où leurs forces sont au bon moment. Donc, pour pas qu'il y ait de confusion dans l'écosystème et que vraiment à partir du moment où il y a un besoin, l'acteur qui est le mieux outillé pour accompagner ou pour pousser ça, ce soit lui qui prenne le lead. Donc, on travaille de manière très collaborée dans un écosystème qui est très complexe et c'est beaucoup d'acteurs qui veulent justement faire arriver les choses, mais il y a énormément de joueurs. Donc, je rajouterais peut-être cette composante-là. Non, il y en aura jamais trop parce que c'est une cause qui doit avancer extrêmement rapidement, qui aurait dû avancer peut-être plus rapidement plus tôt. Donc non, c'est juste une coordination, je dirais, pour être le plus efficace entre nous, pour être capable d'atteindre le plus d'entreprises possible. Oui, en fait, nous, on dit souvent la duplication, elle est nécessaire. En fait, elle devrait être célébrée là, à 250 000 PME et avec tout le nombre d'entreprises qu'on a au Québec. Cette duplication-là, elle est nécessaire, mais on a un besoin que ce soit fait d'une façon concertée. Maintenant, par exemple, grâce à l'analytique avancée, on comprend mieux les niveaux de maturité des entreprises. Donc, selon son niveau de maturité, il y a de nos accompagnateurs qui, eux, aiment travailler avec les entreprises insouciantes ou immobiles. Ils veulent pas qu'il y ait d'entreprises insouciantes sur leur territoire. Mais on a d'autres accompagnateurs qui, eux autres, ont envie de travailler avec des entreprises engagées, des entreprises visionnaires qui font vraiment avancer les choses. Donc, le défi qu'on a en ce moment, puis on commence à être capable de faire un aiguillage et un maillage beaucoup plus intelligent en fonction du secteur où l'entreprise opère, de sa région géographique, de son niveau de maturité, mais aussi de sa capacité financière. Donc, il y a plusieurs éléments qui se superposent pour qu'on puisse cibler la bonne ressource avec la bonne entreprise. Puis en plus, c'est en fonction du moment de vérité. Donc, si la personne s'apprête à rénover son bâtiment, ben là, ça nous prend l'expertise en productivité énergétique. Puis il faut penser aux événements climatiques extrêmes qui pourraient affecter ce bâtiment-là. Combien de journées on va avoir en haut de 40 degrés d'ici 20 ans? Est-ce que si je rénove, je suis aussi bien d'isoler le bâtiment en même temps. Donc,
Ça, c'est une expertise particulière qui est différente de si on est en recherche et développement ou en train de développer un nouveau produit. Donc, on est vraiment en train d'avoir compris tous ces éléments-là. Maintenant, on a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider et on est rendu à mettre en place vraiment un aiguillage et un maillage qui va faire en sorte que l'entreprise, elle est accompagnée au bon moment par la bonne ressource. Et en ce moment, quand quelqu'un qui veut travailler avec un visionnaire passe 1h30 ou 2 heures de son temps avec un insouciant pour essayer de le convaincre que les changements climatiques, c'est important, c'est pas un bon usage de nos ressources collectives. Donc, on a besoin là, de faire un meilleur aiguillage pour s'assurer que nos ressources sont bien utilisées pour avoir un maximum d'impact.